Adrien. On va commencer avec les news. 4 grosses news à discuter aujourd'hui. Et la première nous parle de The Batman partie 2, The Batman 2. Tout à fait, The Batman 2 qui pour l'instant s'appelle The Batman Partie 2 ou The Batman 2. Et c'est Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, donc le premier film de la nouvelle franchise, trilogie peut-être, je spoil un petit peu, qui a récemment en fait partagé des détails sur l'avenir du Chevalier Noir pour le réalisateur. Et en fait, il a donné une série d'interviews et notamment à Collider dans laquelle il explique que The Batman Partie 2 ne marquera pas la fin de la saga qu'il a lancée il y a quelques années, mais en fait ça s'inscrit plutôt dans une trilogie planifiée depuis le début. Donc ça c'est une info quand même directement à la source, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un 3e épisode si le 2e marche bien, il y a toutes les chances que ça marche bien. Oui. Il explique aussi qu'il y a eu quelques ajustements en cours de route et que le plan initial reste quand même largement inchangé et qui suit de près la trajectoire qu'il avait imaginée depuis le début. Donc ça aussi c'est plutôt rassurant concernant la suite de The Batman. Le réalisateur Matt Reeves a aussi abordé évidemment le développement de la série dérivée The Penguin, qui est actuellement diffusée sur Max, ou en France sur Max aussi parce que ça arrive en France, et sur MyCanal si vous voulez le choper, ou Prime Video. N'hésitez pas à regarder The Penguin, il y a à l'heure où on enregistre le podcast, le premier épisode qui a été diffusé, c'est pas mal du tout, et Colin Farrell est encore excellent, mais comme d'habitude de toute façon c'est Colin Farrell. Pour le rappel, The Penguin c'est l'histoire de Oswald Cobblepot qu'on voyait dans The Batman, qui est un méchant légendaire de l'univers du Chevalier Noir. Et donc, Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, explique que la série est évidemment une extension naturelle de l'univers qu'il a créé, et ça permet d'explorer en profondeur l'ascension de Cobblepot dans le monde criminel de Gotham, et il avait même envisagé de poursuivre l'histoire du pingouin dans The Batman 2, en fait, dans un film et non pas dans une série. Mais pour lui, on lui a donné la possibilité de développer une série à part entière, et donc évidemment d'approfondir un personnage qui est plus ou moins complexe. Il a trouvé ça génial, ce qui lui permettait en fait de pas sacrifier le rythme narratif de la trilogie qu'il a prévue et dont je parlais juste avant. Et il a aussi évidemment évoqué le fait de pouvoir réaliser des épisodes de The Penguin. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il explique pourquoi. C'est simplement parce qu'en fait, il bosse sur la post-production de The Batman 2 et à l'écriture évidemment encore peut-être de la suite The Batman 3. Donc tout ça, il l'a mis de côté, mais il a exprimé son souhait de vouloir diriger des épisodes futurs s'il y a une saison 2 pour The Penguin. Les retours critiques et les retours publics sont plutôt très bon, donc pourquoi pas dans quelques années avoir une saison 2 à The Penguin. Il a aussi continué à parler, je suis désolé, je monopolise pas mal la parole, mais c'est ta news, c'est ta news, c'est normal. Alors évidemment c'est ma news, mais c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'infos intéressantes du côté de Matt Reeves. Il détaille en fait que c'est une série qui ne sera pas forcément la seule dans l'univers de The Batman. En fait, il laisse entendre qu'il y aura peut-être d'autres séries centrées sur d'autres personnages de l'univers de The Batman, ce qui élargirait en fait toute l'exploration de Gotham et des habitants, et on imagine évidemment des méchants cultes de The Batman qu'on peut avoir vu dans le premier et qu'on verra sûrement dans le deuxième. Donc résultat des courses, on comprend que c'est un univers très riche que Matt Reeves a envie de développer, et qu'on n'en a pas fini avec Batman de Pattinson. Et pour moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que, je sais pas pour toi, mais moi j'avais trouvé The Batman plutôt pas mal. En tout cas, il y avait vraiment une patte, il y avait vraiment quelque chose qui était apporté de la part de Matt Reeves, de la part surtout de Pattinson. Je trouve qu'il incarne un Batman vraiment très différent et très, très cool à suivre, mais c'est un début quoi. Donc s'il arrive à transformer l'essai avec les suites, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Parce que un peu comme Batman Begins, c'était très bien. Oui. Mais The Dark Knight, c'est The Dark Knight. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, voilà. Complètement. Mais d'une manière générale, quand les suites sont vraiment réussies, et c'est rare, elles ont tendance à éclipser le premier volet qui souvent met en place beaucoup de choses. Et même si Batman Begins était très réussi pour le coup, The Dark Knight, c'est comme tu le dis, c'est complètement différent. Et on espère que The Batman partie 2 sera aussi de ce genre de suite. Je vais pas vous mentir, moi The Penguin ça m'intéresse moins.
Mais c'est intéressant de voir aussi quelle est la stratégie de développement d'IP, enfin de licence de Warner. Notez quand même que c'est une stratégie qui se réitère également avec Dune. On a Dune partie 1, Dune partie 2, Dune partie 3 du coup avec Denis Villeneuve, et en plus une série qui arrive très prochainement, Dune Prophétie, c'est pour novembre de mémoire. Oui. Et donc voilà, il y a une vraie cohérence de marque en tout cas qui essaie de se développer du côté de Warner. Maintenant, on attend surtout que tout ça soit cohérent en termes de qualité aussi, bien parce sûr. que c'est bien la quantité de développer tout ça. Derrière, il faut aussi que les séries spin-off, tout particulièrement, se tiennent la route. J'ai pas trop de doutes sur la suite de The Batman. Pour l'instant, The Penguin, j'ai pas encore regardé parce que je suis déjà en retard sur mes visionnages en cours. Tu peux attendre un peu, c'est diffusé au compte-gouttes, semaine après semaine, donc peut-être que tu peux te faire un binge-watching d'ici quelques temps, quoi. Ouais, grave. Donc évidemment, pour les gens qui ont déjà regardé, n'hésitez pas dans les commentaires ou dans les chats différents à nous donner vos premiers retours. On est évidemment très curieux et on prendra. Dernière chose pour The Batman 2, ça c'est à l'état de rumeur, mais ça pourrait se dérouler pendant l'hiver. Et aussi avec la cour des hiboux. Donc ça encore une fois c'est à l'état de rumeur. J'adore cet arc de ce run est incroyable de Batman, peut-être l'un des meilleurs, en tout cas c'est l'un des récent, c'est un des meilleurs, c'est récent, c'est sûr, et surtout ça correspondra bien à Pattinson. Sans rien spoiler, je pense qu'il y a un côté complètement psy et flingué qui pourrait très bien fonctionner avec Pattinson, qui est un acteur qui a énormément de talent et qui prouvera d'ailleurs non pas si longtemps que ça avec Mickey 13 de Bong Joon-ho. La bande-annonce est sortie et pareil, t'as l'impression de voir un nouveau Pattinson encore une fois. Ce mec m'impressionne à chaque fois et donc tu mets un Batman de Pattinson avec la cour des hiboux. Ça peut être très 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 cool. Ten qui est pas d'accord, qui dit refaites pas la cour des hiboux, faites Killing Joke. Voilà, on peut pas tout faire. Et moi, ce que j'aime bien aussi, et ce que j'avais bien aimé avec The Batman, c'est qu'il était pas trop dans l'adaptation d'un run existant. Et ça lui donnait aussi son identité particulière. Donc, ça serait cool que ça reste dans ce carcan-là avec The Batman partie 2, puisque quelque part on n'est pas forcément obligé d'adapter un run de comics pour faire un bon film. Donc voilà. Après, moi, très franchement, je suis partial parce que j'aime beaucoup la cour des hiboux, mais très, très franchement, il y a énormément d'arcs de comics de Batman qui sont excellents. Moi, c'est un des super-héros que je préfère lire, perso, parce que tout est toujours super intéressant, quoi. Et donc très franchement, moi, ça me dérange pas. On voit que dans le chat, c'est pas très fan de la cour des hiboux, ce qui m'étonne, parce que pour moi, je trouve que c'est quand même un run super intéressant. Après, encore une fois, c'est l'état de rumeur, et comme tu l'as dit, il va pas forcément adapter un run classique de A à Z, mais s'inspirer peut-être des meilleures choses à droite à gauche. Donc, s'il prend le meilleur de la cour des hiboux, moi, ça me va, quoi. Mais lisez-le, par curiosité, même si, voilà, les gens sont pas tous fans, mais lisez-le, c'est toujours bien de se faire un avis. Moi je passe à ma news de cette semaine. Vas-y. J'en ai deux, mais bon, celle-ci. Moi aussi j'en ai deux. Celle-ci c'est la. Ça va. Ça va. Okay. Chacun son tour. Ok, d'accord. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Allez, moi je vais vous parler de la série Harry Potter qui commence tranquillement son casting. Et je dis tranquillement, mais en réalité c'est gros barnum ce casting, puisque HBO et la production a lancé un casting ouvert à l'intégralité des ressortissants britanniques et irlandais entre 9 et 11 ans d'ici le mois d'avril 2025, ce qui ratisse plutôt large, évidemment, ce qui rappelle évidemment la première fois qu'il y a eu un casting pour Harry Potter, Ron et Hermione. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de passer au crible via des auditions préenregistrées de ces jeunes acteurs pour trouver le trio de tête Harry Potter, que sont Harry, Hermione Granger et Ron Weasley. Voilà, ce qui est intéressant dans cette annonce de casting, c'est surtout que on a la date de début de tournage potentiellement révélée, puisque les jeunes acteurs doivent avoir entre 9 et 11 ans au mois d'avril 2025. Donc ça veut dire que très probablement c'est la date qui est visée pour le début de tournage. Donc on imagine que la pré-production bat déjà son plein.
et que là l'objectif c'est de trouver les acteurs pour incarner tout ça. Donc il se laisse un petit peu de temps aussi pour passer au crible tout ça. On imagine que les directeurs de casting vont être très occupés dans les mois prochains, puisqu'il faut bien sûr trouver les enfants, mais il faut aussi trouver les professeurs. Donc tout ça, voilà. Et ils vont pas aller à l'école tout seuls, hein, les gosses, hein? Exactement. Faut bien les éduquer. Attends. Je note aussi le fait que ces acteurs qui sont recherchés doivent être ressortissants uniquement de l'Irlande et du Royaume-Uni, ce qui perpétue un petit peu la tradition qu'avait impulsé je sais même pas comment on dit, la huilogie de films. Ecta, non, y a pas un truc comme ça. Ouais, peut-être, je me souviens pas. Enfin bref, la série de films de Harry Potter qui avait débuté dans les années 2000, et donc on imagine que ça va être aussi la même chose pour les autres acteurs. Qui seront recherchés. Petit rappel sur où est-ce qu'on en est de cette série Harry Potter. Elle a été Octogone. Pardon, ça m'a fait rire dans le chat. Octalogie. Ah oui, ok, d'accord, ça marche. Bah oui, logique, ouais. Octogone, octalogie, on n'est pas loin. Hein. Ouais, non, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Et donc du coup, petit rappel sur où est-ce qu'on en est de cette série Harry Potter. Elle a été annoncée l'an dernier déjà, on vous en avait déjà parlé. Elle est prévue, si tout va bien, pour 2026, ce que corrobore aussi cette fameuse date de début de tournage, puisque si on commence à tourner en avril 2025, on imagine que courant 2026, ça pourrait arriver. On a déjà le duo de showrunner avec Francesca Gardiner et Mark Mylod. Mark Mylod et Francesca Gardiner qui ont travaillé sur Succession, tous les deux. L'une sera scénariste et l'autre réalisateur sur la série. Très bien ça. Ouais, carrément. La série est désormais supervisée par HBO et plus par Max. Et puis Warner espère adapter toute cette série-là, tous les 7 livres Harry Potter, dans une adaptation qui se veut fidèle, entre guillemets, et qui pourrait durer une décennie, donc. Et ça me fait penser, justement, au fait que ils vont devoir tourner assez vite à chaque fois, parce que les gamins vont grandir très très vite. Et oui. Et faut pas que ça traîne quoi entre deux saisons quoi. Et alors faut faire très attention sur le casting évidemment, parce que un gamin qui a 9 ans, qu'on a 11, enfin bref, ça peut être potentiellement problématique. On l'a vu à l'époque des premiers Harry Potter où ça jouait pas forcément super bien. Donc il faut vraiment avoir le nez creux sur ce genre de casting, parce que souvent ça passe ou ça casse les castings de jeunes acteurs. Donc attention. Au-delà de ça, même je pense c'est même au côté coulisses quoi, parce que c'est ce que disaient les acteurs de Harry Potter, la franchise de cinéma. Il n'y avait pas de réseaux sociaux quand eux ils ont commencé à tourner quoi. Aujourd'hui ils vont être sous le feu de tout le monde sur internet, ça va être très compliqué pour eux de vivre, je pense. C'est un des trucs qui m'interpelle un peu sur ce projet de série et dont on avait parlé déjà au moment où elle avait été présentée. C'est que faire Harry Potter dans les années 2000, c'est pas du tout faire Harry Potter dans les années 2020. Et quand on voit les réactions sur les réseaux que peuvent provoquer, je sais pas, au hasard, des séries comme The Acolyte ou d'autres projets, tu te dis que j'espère que ces enfants vont être accompagnés et bien accompagnés aussi. Et surtout, tu l'as peut-être pas précisé, mais le casting parle d'inclusivité et de diversité. Donc, rappelons aussi que dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, je crois que c'est ça, Hermione est jouée par une personne noire. Bon, voilà, tu vois, déjà ça avait fait un petit peu parler dans les médias pas très bien intentionnés dans l'idée, quoi, et sur Internet. Donc, on n'imagine même pas si c'est le cas aujourd'hui dans une série télé grand public. Exactement. Donc, ça va être quelque chose. En tout cas, ça va être passionnant à suivre, c'est sûr et certain. Peu importe le résultat, je pense que ça va être quelque chose. Je sais pas si le podcast sera toujours là, je pense. Mais en tout cas, première saison peut-être pas à la fin. Normalement, on aura 50 piges, mais voilà. Mais en tout cas, non, c'est assez intéressant et il y aura beaucoup de choses à dire d'ici un an. Je pense qu'ils vont se laisser le temps. Ah ouais, clairement. Et avant, vas-y, si t'as d'autres trucs. Juste un dernier petit point, parce qu'il faut quand même faire le point. J.K. Rowling, est-ce qu'elle est impliquée ou pas? Et elle est très impliquée dans la production de cette série en tant que productrice via sa société de production et productrice déléguée, ainsi que David Heyman, qui avait lui aussi déjà produit les films Harry Potter en son temps. Donc voilà, c'est pour les gens qui s'intéressent aussi à son implication ou non, sachez qu'elle a les mains dans le cambouis.
Oui, bon, c'est logique de toute façon. Ah bah bien sûr, on s'en doutait. Non mais il faut le savoir. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est rédhibitoire. Ouais. Donc, et c'est normal. Ah oui, complètement. Mais ça empêchera pas la série de fonctionner, ça c'est sûr. Non, certain. On l'a vu, l'exemple récent c'était Hogwarts Legacy. Bon, voilà, même s'il y a eu un vent debout contre J.K. Rowling, le jeu s'est vendu par palette entière. Mais c'est très important de le préciser, et on aura des sorties de J.K. Rowling malheureusement, je pense encore plus à ce moment-là. Mais bon, passons. Et non, un dernier truc, mais qui a un peu à voir. Tu parlais de succession tout à l'heure, et pourquoi pas avoir Brian Cox en Dumbledore, qui lâche des gros fuck. Je sais pas. Alors Brian Cox, il est britannique. Hein. Ah oui. Moi, je veux ça, quoi. Brian Cox qui joue le patriarche. Et Brian Cox, en plus, il est écossais, donc il rentrerait tout à fait là-dedans. Hein. Il a quel âge? Il a 70 piges. 78, c'est peut-être un peu beaucoup. Bah non, pour tenir 10 ans. Ouais. Mais non, quoique, c'est peut-être le meilleur âge, hein, je pense, pour jouer Dumbledore. Ouais. Mais peut-être un peu trop trapu, enfin trop petit. Oui, alors tu sais, c'est marrant, mais moi, il m'a fait... Quand t'as commencé à parler Brian Cox, j'ai pensé à Hagrid, moi. Oui, mais ça te fera chier de jouer à Hagrid, je pense. Oui, ouais. Parce qu'il faudrait peut-être jouer autre chose. Ouais. Mais, enfin bref, donc voilà. Mais news intéressante, et on vous en... Bah oui, ça veut dire que ça bouge et qu'on va très certainement avoir des annonces de casting très prochainement, quoi. Exactement. Pas forcément pour les enfants tout de suite, mais pour les professeurs, ça va avancer, je pense. Ouais, complètement. Je te refile la parole, Adrien, on va parler de James Cameron, qui a un nouveau film qui est prévu hors Avatar, et ça, clairement, j'en tombe de ma chaise. Hein. Enfin, j'ai envie de dire. Donc évidemment, James Cameron qui travaille sur Avatar depuis des années, qui a pas eu en fait de film hors Avatar depuis Titanic, donc ça quand même remonte un petit peu maintenant. Il a récemment acquis les droits du livre à venir, donc il n'est pas encore sorti, de Charles Pellegrino, qui s'appelle Ghosts of Hiroshima, les fantômes d'Hiroshima. Et en fait, cette œuvre qui est prévue donc pour une sortie en août 2025 coïncide avec le 80e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima en 1945. Et en fait, Cameron a annoncé l'adaptation, son envie en fait d'adapter le livre, ainsi que le précédent ouvrage de Charles Pellegrino qui s'appelle Last Train from Hiroshima, qui est sorti en 2015, qui en fait marque un projet ultra intéressant, extrêmement loin d'Avatar, parce qu'en fait c'est vraiment focalisé sur un fait historique, comme l'avait été Titanic à l'époque. Et en fait, c'est l'histoire véridique de Yamaguchi, donc qui en fait Tsutomu Yamaguchi, qui a survécu à l'explosion atomique d'Hiroshima, puis s'est rendu à Nagasaki en train et a survécu à la seconde explosion. Donc il a survécu aux 2 explosions atomiques qui ont touché le Japon en 1945. Déjà, rien que ça, c'est assez incroyable, et ça me donne tout de suite envie de lire le livre qui sera adapté par James Cameron. Mais au-delà de ça, James Cameron en fait est vraiment impliqué au point qu'il est allé rencontrer ce survivant avant sa mort, quelques jours avant sa mort. Donc il est vraiment très porté sur ce projet. On ne sait pas quand il réalisera ce film qui s'appellera sûrement Last Train from Hiroshima, comme s'appelle le livre de Charles Pellegrino. Mais en tout cas, c'est un projet qui m'intéresse énormément. Je trouve que c'est bien que James Cameron revienne un peu à ses premiers amours, entre guillemets, même si Titanic est peut-être le seul film inspiré de faits réels qu'il a fait, mais c'est un film qui a marqué toute une génération, et encore aujourd'hui, et qui se barre un petit peu d'Avatar, qui est, je pense... Avatar, c'est quelque chose d'incroyable aussi, évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a marqué les esprits aussi. Mais et je te l'ai déjà dit plein de fois, et je crois que je l'ai déjà dit dans l'émission, je trouve ça dommage que James Cameron termine sa carrière, ou vraiment fasse sa fin de carrière sur Avatar. Et là, au moins, il part sur autre chose, et c'est très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-le en commentaire, que James Cameron fasse une adaptation d'un livre comme ça. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'apprécie le fait que James Cameron pense aussi à sa carrière de réalisateur plutôt que de... J'ai pas envie de dire faiseur, parce qu'Avatar, c'est pas que du making, hein. Non, mais quand même pas. Je trouve que... Alors, c'est très bien, Avatar, hein. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je passe souvent de bons moments en les regardant et tout. Mais comme tu le disais, je trouve que c'est dommage de s'enfermer dans un truc. Et je trouve que
de plus en plus, James Cameron est en train de parler de potentiellement laisser la main à un autre réalisateur pour quelques épisodes suivants. Et quand je vois cette annonce-là, je me dis, ok, il a compris qu'il a besoin de respirer aussi. Oui. Et je pense que c'est important pour tout créatif d'avoir une respiration artistique et de pas faire toujours la même chose. Et peut-être que c'est aussi le symbole c'est aussi ça que symbolise cette annonce-là. Et moi, j'apprécie le fait qu'ils s'en rendent compte et que parce que tu vois, moi très franchement, ça m'empêchera pas d'aller regarder Ghost of Hiroshima ni d'aller voir Avatar 3, tu vois. Je pense que c'est hyper sain de se dire je vais peut-être faire des films peut-être un petit peu plus petits. Encore qu'il y a moyen que ça soit très gros, hein, comme genre de production. Comme ça, t'imagines James Cameron qui s'attaque à la bombe nucléaire, ouais. Je pense qu'il fera un truc gigantesque. Mais moi aussi, ça me fait du bien qu'il s'attaque à un truc différent comme ça. Et pour préciser, donc en fait, évidemment, on imagine que Oppenheimer de Christopher Nolan lui a forcément donné un peu d'idées. On dirait. Voilà. C'est évidemment le succès incroyable d'Oppenheimer qui était un succès surprise. On s'attendait pas à ce que un film sur le père de la bombe atomique fasse autant d'argent et soit aussi bien reçu par la critique et par le public. Donc forcément, ça a dû le marquer. Mais rappelons que Nolan ne montre pas les effets de la bombe atomique sur le Japon dans son film. Il fait exprès justement d'éviter cela pour se concentrer exclusivement sur son personnage et sur les peurs et les ressentis de son personnage, donc Oppenheimer. Et aussi que la bombe atomique est une peur qui est vraiment ancrée en James Cameron depuis qu'il est enfant. Il l'a précisé, en fait, il a été témoin de la crise des missiles de Cuba à l'âge de 8 ans. Et c'est quelque chose qui est dans sa filmo depuis très longtemps, notamment dans Terminator et Terminator 2. La scène de la bombe atomique dans Terminator 2, qui est un flash, qui est comment, une rêverie, hein, qui est quelque chose d'imaginé par Sarah Connor, et encore aujourd'hui quelque chose de traumatisant quand même quand on le voit pour la première fois. Moi, je me souviens d'avoir vu gamin, ça m'avait fait extrêmement peur, hein, cette scène. Et donc on sent que c'est quelque chose qu'il a en lui et qu'il a envie de montrer. Je propose de partir du côté du pays du soleil levant, puisque encore oui, nous allons non pas parler bombe atomique, mais nous allons parler de Shogun, la série qui vient de battre un record aux Emmy Awards, puisque les Emmy Awards qui ont eu lieu il y a 10 jours au moment où on enregistre ce podcast ont tout simplement sacré Shogun dans des proportions historiques, avec 18 prix qui ont été distribués à la série dramatique de FX, Hulu et Disney+, dont meilleure réalisation, meilleur acteur pour Hiroyuki Sanada, meilleure actrice pour Anna Sawai, et toute une ribambelle de prix techniques précédemment. Et notez que c'est la toute première série non anglophone à remporter le titre de meilleure série dramatique ever. C'est la deuxième à avoir été nommée et la seule à avoir remporté le prix. La précédente à avoir été nommée, c'était Squid Game. Et donc c'est un raz-de-marée critique et d'audience sur FX qui est entériné par cette remise de prix on va dire en forme d'avalanche, et rappelez-vous, il y a quelques mois, une saison 2 et une saison 3 ont été greenlightées. Alors ça nous donne l'occasion évidemment de parler d'où en sont ces projets-là, le projet de suite, puisque, petit sourcil froncé, mais que se passe-t-il en fait? La saison 1 adapte l'intégralité du bouquin de James Clavell. Mais alors comment vont-ils faire, me demandes-tu, Adrien? Mais comment vont-ils faire, je te demande, Thomas? C'était une excellente question, ma foi. Ce podcast est tellement interactif. Oh là là, ça c'est beau. Eh bien, écoutez, ce qui va se passer, c'est que les personnages de James Clavell sont très très inspirés des personnages historiques qui ont réellement existé dans l'histoire du Japon, et donc il n'est pas impossible de s'inspirer de ce qui s'est passé par la suite de l'histoire, et donc d'écrire des choses qui n'ont pas été écrites par James Clavell. Donc ça, c'est tout à fait l'objectif. Sachez que Hiroyuki Sanada, donc le personnage principal de je sais plus son prénom, mais du seigneur Toranaga, reviendra dans le rôle principal, et les deux co-créateurs que sont Rachel Kondo et Justin Marks écrivent déjà la saison 2, avec un début de tournage potentiel en 2025, donc une sortie à nouveau en 2026, on l'imagine. Et voilà, pour raconter quoi? Ça c'est... vous avez simplement à ouvrir un livre d'histoire du Japon, regardez tout simplement l'histoire du shogunat,
Et voilà, vous avez à peu près ce qui va se passer. C'est étonnant comme choix et à la fois pas étonnant puisque en fait ce qui s'est passé c'est que la saison 1 à la base était en réalité une mini-série, une série limitée. Qui devait faire événement et qui a tellement fait événement que ça vaut quand même le coup de faire une suite, voilà, pour le cash bien entendu. Et donc voilà, on va continuer dans tout ça. L'histoire ne dit pas cependant quels sont les autres personnages qui vont revenir ou pas. Franck qui nous dit c'est le nouveau Game of Thrones. Pas vraiment, parce que alors effectivement c'est très politique, mais bon, sur tout ce qui est bagarre et tout ce qui est sexe, on est quand même loin de Game of Thrones. Mais je peux pas dire, j'ai vu que les 2 premiers épisodes, donc il est temps que je rattrape un Shogun, bien sûr. Mais... Je vous en avais fait la reco il y a quelques mois. Bien sûr. Moi c'est une série que j'ai appréciée. Faut juste savoir dans quoi vous embarquez. C'est une série qui est lente et qui l'assume. Donc voilà, c'est et moi c'est aussi chiant que House of the Dragon saison 2. C'est une bonne question en vrai. Non, mais je rigole. Je taquine. Voilà, on renvoie bien sûr les gens vers nos vidéos à ce sujet. Non, mais en tout cas, non, mais c'est intéressant qu'il continue, ce qui est un peu logique, oui, comme tu l'as dit, Cash Machine, il faut bien faire du fric. J'espère juste que ça va pas, même si je l'ai pas vu encore, j'imagine que la saison 1 est très bien, mais que ça va pas ternir l'image de la saison 1 si la saison 2, 3, 4 sont un peu moins bien, quoi, mais on verra. Bah, espérons en tout cas qu'ils sauront bien écrire ce qui est dans les livres d'histoire, parce qu'il faut aussi que, certes, tu vois, ça peut être une problématique, encore une fois, à la House of Dragon, c'est que certes, il y a des événements historiques, mais il faut qu'il y ait quand même un lien entre tout ça, et que ça soit pas simplement une série de situations, comme a pu le devenir notamment la saison 2, quoi. On va pas rentrer dans un cours d'histoire, mais le shogunat, ça a duré combien de temps Alors, ça a duré un petit moment, je peux plus te donner ça de tête. C'est des centaines d'années. Oui, alors du coup, on peut imaginer que, voilà. Tu peux en faire même une anthologie à un moment donné, parce que là, il y a Hiroyuki Sanada qui revient, mais je veux dire, à un moment donné, tu peux transformer ça en une fresque historique, avec de nouveaux persos, tu vois, à chaque saison, ce qui pourrait être, et c'est assez inédit, une série japonaise ou américo-japonaise qui cartonne dans le monde entier, ce qui n'est jamais arrivé, tu vois, donc pourquoi pas. Très clairement. Donc non, il n'y a pas d'impossibilité. Je pense qu'en tout cas, l'objectif c'est d'avoir une espèce de clôture à la fin de ces 3 premières saisons autour de ce shogunat précisément, le shogunat Tokugawa pour les gens du coup qui seraient intéressés. Et c'est effectivement une dynastie qui dure 265 ans. Donc voilà. Bon. Voilà, il se passe peut-être pas des choses insane pendant 265 ans, mais il y a peut-être des choses dans lesquelles piocher, quoi. Donc voilà, évidemment, on vous reparlera de Shogun au moment où ça aura du sens, mais je suis curieux de voir cette saison 2 personnellement. Et aucun rapport, mais un petit peu, en parlant de séries japonaises, il y a l'adaptation du jeu vidéo Yakuza qui arrive bientôt là sur Prime Video. Sur Prime, effectivement. En octobre, je crois. Et les jeux Yakuza sont très cool, mais c'est à l'époque contemporaine, Yakuza. Enfin, contemporaine, ça dépend des jeux, mais je veux dire, ça se passe au 20e ou au 21e siècle. Mais j'ai hâte aussi de voir ce qu'ils vont faire, parce que pareil, c'est une série japonaise qui est diffusée au grand public dans le monde entier. Donc là, j'ai l'impression que les séries asiatiques ont le vent en poupe, quoi. Je suis très curieux, moi, personnellement, de cette histoire. Enfin, de voir ce qu'ils vont faire de Yakuza dans une série télé, parce que Yakuza, c'est flingué. C'est un peu zinzin, quoi, dans l'idée. Donc, est-ce que ça va pas être too much en série, ou est-ce que ça va être assumé? Moi, je suis très curieux de voir ça. Ouais, faut en faire un truc un peu cool de bagarre et de trucs loufoques, en fait. Je pense qu'il faut faire un truc, un peu à la... Le bon, la brute et le cinglé, qui était un film sud-coréen, un peu fou, mais avec de l'action, des trucs un peu cool, et je pense que l'humour japonais fonctionnera pas du tout sur le grand public mondial, mais parce qu'il peut flinguer aussi. Antenne qui nous renseigne au sujet de la série Yakuza. Le gameplay est what the fuck, donc en jeu vidéo, mais les histoires sont ultra sérieuses. Ultra bien. Donc, c'est trop bien. moi, je suis très curieux.